Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Billups. Here he is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that, baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et pour la chronique d'aujourd'hui, je peux tout de suite vous donner un conseil, qui est d'avoir déjà écouté l'épisode 33 du podcast, où c'est Earl Lloyd qui était mis à l'honneur, où je vous racontais le parcours qui avait fait de lui le tout premier joueur noir à avoir posé le pied en NBA en octobre 1950, lui qui est devenu ensuite une icône des Pistons. Dans ce podcast, on voyait que Earl Lloyd avait été un pionnier comme joueur, mais aussi dans le coaching, lors de son expérience avec Détroit. Et si je vous dis d'écouter ce podcast avant celui d'aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, son nom va pas mal revenir dans cette chronique. On pourrait peut-être même dire que le podcast du jour, c'est un peu la suite de la chronique sur Earl Lloyd. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Ray Scott, joueur de devoir, on va dire, des Pistons entre 1961 et 1967, mais surtout qui est devenu coach de la franchise de 1972 à 1976, et justement qui est lui aussi un pionnier, puisqu'il est tout simplement, et c'est très important, le premier afro-américain à remporter le titre de Coach of the Year, donc entraîneur de l'année, ce qu'il a fait en 1974. Donc voilà pourquoi mieux vaut connaître un peu l'histoire de Earl Lloyd avant d'aborder celle de Ray Scott. Parce que oui, les deux personnages sont deux figures pionnières de la NBA, ce sont deux joueurs de l'ombre peu connus des suiveurs de la ligue aujourd'hui, mais Ray Scott, comme Earl Lloyd avant lui en fait, c'est un homme qui a fait l'histoire avec les Pistons. Et vous savez qu'on aime bien parler de ça dans les chroniques, de partager ensemble dans ce podcast des histoires qui ne font pas toujours la une des médias, qui ne sont pas mises à l'honneur aujourd'hui, et pourtant qui sont vraiment extrêmement importantes. La Ligue ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans Earl Lloyd et sans Ray Scott, dont je vais vous raconter l'histoire dans cette chronique. Donc, dans cette chronique de Motor City, on parlera bien sûr de la carrière de Ray Scott, joueur, évidemment, mais on ira quand même très vite sur son expérience de coach. Et c'est à ce moment-là qu'on établira justement ces liens avec Earl Lloyd, qu'on pourra parler de toute l'instabilité des Pistons qu'il y avait à cette époque-là. Et tout ça, ça nous mènera doucement jusqu'au chef-d'œuvre de la saison 74, où Ray Scott gagnera tout simplement le titre de coach de l'année en réussissant ce qui était à l'époque la meilleure saison de l'histoire des Pistons. Et d'ailleurs, cette saison sera un record qui tiendra jusqu'à la saison 1987, quand Chuck Daly et les Bad Boys commenceront à ressembler à de vrais prétendants au titre. Et puis bien sûr, on profitera de ce podcast pour faire un point sur la situation des coachs noirs en NBA, malheureusement toujours sous-représentés en nombre et encore plus parmi les lauréats de coach de l'année aujourd'hui. En tout cas, avant ce podcast, vous connaissiez Chuck Daly, vous connaissiez Larry Brown ou Flip Sanders comme grand coach de l'histoire des Pistons. Eh bien, laissez-moi vous présenter aujourd'hui Ray Scott, une figure du coaching très importante pour l'histoire de Détroit. Vous allez rapidement voir dans ce podcast que si Ray Scott a plus tard dans sa carrière eu des attaches très fortes avec la Motor City au point d'y vivre encore aujourd'hui, il est tout d'abord un enfant de Philadelphie. Un enfant des années 40 d'ailleurs, né en 1938 précisément, à peu près au même moment que l'apparition de la NBA. Voilà. Et donc, quand Ray Scott grandit, c'est pas tellement la NBA qui lui plaît, déjà parce que c'est une ligue toute neuve, et surtout parce qu'elle est quasiment exclusivement blanche. Rappelez-vous, la première connexion avec Earl Lloyd, quand Earl Lloyd justement met les pieds sur un parquet NBA devenant le premier joueur noir à le faire, nous sommes déjà le 31 octobre 1950 sur la fin de l'année 50. Du coup, Ray Scott, lui, il vient au basket autrement, et justement par l'intermédiaire des Harlem Globetrotters. En fait, avec l'arrivée
tout doucement des joueurs afro-américains en NBA, eh bien les médias et les spectateurs commencent à s'intéresser à leur parcours. Et comme beaucoup d'entre eux sont passés avant de la NBA par les Globetrotters, eh bien c'est à ce moment-là justement qu'ils connaissent leur premier moment de gloire. En tout cas, ça fonctionne sur Ray Scott qui idolâtre complètement les Harlem Globetrotters qui vont lui donner envie de devenir basketteur professionnel. Et Ray Scott devient assez vite un joueur de talent, mais c'est aussi sans doute un homme très pressé, puisque une fois entré à l'université de Portland en 1957, il n'y reste qu'un an. Contrairement aux standards de l'époque, où les joueurs restaient plusieurs années, lui, il part jouer directement en professionnel dans une ligue mineure nommée la Eastern Professional Basketball League. Alors, ce nom-là, il vous dit peut-être rien, mais cette ligue, vous la connaissez quand même si vous écoutez les chroniques de Motor City depuis longtemps. Pas sous ce nom-là, mais sous le nom qu'elle prendra en 1979, à savoir la Continental Basketball Association ou CBA. Non? Peut-être toujours pas? Bon, en fait, il s'agit de la ligue, la CBA, il s'agit de la ligue qu'a racheté Isaiah Thomas en 1999. La CBA, elle a toujours été très importante puisqu'elle a eu des liens très forts avec la NBA, en fait en lui servant un petit peu de ligue expérimentale, une sorte d'antichambre avant la J-League. Et Isaiah Thomas, on en avait parlé lors de son podcast post-carrière, il avait racheté cette ligue pour 10 millions de dollars et puis finalement il avait dû la lâcher quelques mois plus tard à peine puisqu'il devenait coach des Pacers et comme c'était à ce moment-là que la NBA avait lancé la D-League qui deviendra la J-League, eh bien la CBA avait fini par perdre toute sa valeur et par couler tout simplement en 2001. Bon bref, on revient à notre histoire et à Ray Scott qui joue donc pendant 3 ans pour les Allentown Jets. Les Jets, c'est une plutôt bonne équipe de cette ligue-là, et pour la 3e saison de Ray Scott, eh bien, ils finissent même carrément premiers avec un bilan de 20 victoires pour 9 défaites, et ils ne s'inclineront qu'en finale de la Eastern Professional Basketball League contre les Baltimore Bullets, qui n'est que la 3e équipe à porter ce nom-là, après les Baltimore Bullets qui ont joué en BAA et en NBA entre 1947 et 1955, et les Baltimore Bullets qui sont revenus en 1963, qui sont aujourd'hui d'ailleurs les Washington Wizards. Voilà, c'est un nom apparemment très connu. Bref, pendant que Ray Scott brille avec les Jets, eh bien il se fait remarquer par Earl Lloyd, deuxième fois qu'on en parle. En fait, dès sa retraite en 1960, Earl Lloyd est devenu scout pour les Pistons. Il est l'un des premiers à remarquer de futurs grands noms comme Willis Reed ou Earl Monroe, mais à cette époque-là, le front office des Pistons n'avait pas vraiment suivi ses recommandations. Mais quand il a recommandé Ray Scott chez les Jets, eh bien cette fois-ci, les Pistons lui ont dit de creuser un petit peu plus son sujet. Alors, Earl Lloyd a débarqué à Philadelphie et a passé une journée complète avec Ray Scott et sa famille. Alors, c'est pas la première fois que Ray Scott avait des contacts avec la NBA. Il avait déjà rencontré les New York Knicks, les Cincinnati Royals et les Chicago Packers, mais aucun ne lui avait fait de vraies promesses pour éventuellement le drafter. Par contre, du côté de Earl Lloyd et donc des Pistons, les choses sont très différentes et la journée se passe tellement bien que le scout de Détroit promet littéralement à la mère de Ray Scott que son équipe, les Pistons, vont drafter son fils à la draft 1961 qui a lieu quelques semaines plus tard. Alors, de son côté, Ray Scott n'y croit pas beaucoup. Il oublie même carrément cette histoire et le jour de la draft, il n'est pas du tout concerné. C'est le lendemain qu'il part jouer au basket à New York dans le Bronx. Et sur la route, il prend le journal pour regarder les résultats de la draft. Et là, surprise, imaginez, c'est un truc de notre temps, son nom est inscrit en 4e position, effectivement sélectionné par les Pistons. J'ai poussé un cri dans le métro. Je pense que les gens ont cru que j'étais fou. Mais je me suis dit, waouh! Tout ce que Earl Lloyd m'avait dit était vrai, c'était donc un homme de parole. Et en venant en Détroit, j'ai été très impressionné par ça, que cet homme m'avait dit la pure vérité. Lors de cette draft 1961, les Packers ont sélectionné Walt Bellamy avec le premier choix. Les Knicks ont pris Tom Seitz avec le deuxième, et les Royals ont pris Larry Seyfried avec le 3e choix. Et effectivement, avec le 4e choix, Earl Lloyd a tenu sa promesse en prenant Ray Scott pour Détroit. Mais c'était un sacré pari, parce que Earl Lloyd, il a vendu aux Pistons Ray Scott comme un intérieur d'abord défensif et gros rebondeur, une vraie présence dans la raquette, une sorte d'encre défensive. Alors qu'en fait, Ray Scott, à Allentown, c'était surtout une star offensive qui tournait à 33 points de moyenne par match lors de sa saison 60-61. Et le problème, c'est que ça, les Pistons, ils n'en avaient pas besoin. La marque était plutôt bien répartie, ils avaient Jenny Chou, Bailey Howell, Don Hall, ce qui a poussé Ray Scott à devoir faire le travail de l'ombre, c'est-à-dire être solide à chaque match, prendre des rebonds et faire des stops défensifs. Il a dû apprendre tout ça une fois arrivé à Détroit
Et pour ça, il a pu compter sur Earl Lloyd, qui est devenu son mentor et qui l'a aidé à transformer son jeu. À partir de là, Scott et Lloyd ont passé énormément de temps ensemble à l'entraînement, mais même hors du terrain. Lloyd est devenu un vrai ami pour Ray Scott, lui a raconté l'histoire de la NBA, les pionniers comme Ned Clifton, Chuck Cooper, ancien des Globetrotters d'ailleurs, et lui-même qui sont devenus les premiers joueurs de basket noirs en NBA. Et là, ça a profondément impacté la vie de Ray Scott et ça lui a aussi ouvert les yeux sur la manière dont les joueurs afro-américains étaient considérés en NBA. Just a big happening for me because that began my life in metropolitan Detroit. And I still live there over 50 years later. I've been college coach. I've been a coach for the Pistons. I've been a coach of the year. So I've had an extremely good run. But the greatest thing about Detroit, Michigan for me is it's where I met my wonderful wife. And we have our children. We have 8 children from, all together, but my 3 girls that were born in Michigan. So that woman has taken so good care of me that this is just wonderful to be here with you to share this time. Pendant 5 saisons, de 1961 à 1967, Ray Scott sera donc un joueur des Pistons. Grâce à Earl Lloyd, du coup, mais aussi grâce à son coach Dick McGuire, Ray Scott devient le joueur défensif de l'ombre qu'on attendait, et un joueur qui compte en NBA, jamais All-Star certes, mais avec des moyennes très honnêtes de 16 points et 10,7 rebonds par match sur cette période-là. En fait, il n'y a pas vraiment de gros faits d'armes avec Ray Scott, sauf peut-être un seul. En 1964, lors d'une victoire 126-124 contre les Knicks, Ray Scott réalise un triple-double avec 23 points, 20 rebonds et 11 passes décisives. Et le vrai exploit, c'est que son coéquipier Donnie Butcher en réalisera lui aussi un lors de ce même match avec 19 points, 15 rebonds, 15 passes décisives. En fait, pendant plus de 57 ans, personne ne réussira cet exploit à Détroit et il faudra attendre cette année, en 2021, avec 2 noms pas très prestigieux, il faut l'avouer, pour revoir ça. Ce sera précisément en mars 2021, donc il y a quelques mois, et une victoire 129-105 contre les Raptors que Dennis Smith Jr. et Mason Plumlee compileront tous les deux un triple-double lors du même match. 10 points, 12 rebonds, 11 passes décisives pour Dennis Smith, 14 points, 11 rebonds et 10 passes pour Plumlee. Il rejoignait donc Ray Scott dans l'histoire des Pistons et c'était seulement le 12e duo à réussir cet exploit en NBA quand même. Enfin, toujours est-il que si Ray Scott est un joueur honnête en NBA, collectivement, Détroit n'y arrive pas du tout et c'est même une période très difficile pour les Pistons, une période où leur meilleur joueur, qui s'appelle Dave DeBusschere, on en a parlé en podcast, il est gâché parce qu'il est utilisé comme coach, comme joueur coach, alors qu'il a à peine 25 ans. Et puis, en janvier 67, les Pistons montrent un trade assez conséquent avec les Lakers et les Bullets. Les Pistons envoient Ray Scott aux Bullets, qui envoient de leur côté Mel Kuntz aux Lakers, qui finissent le triangle en envoyant Rudy Larusso à Détroit. Cet échange marque donc la fin de l'histoire de Ray Scott aux Pistons comme joueur, et c'est resté célèbre puisqu'il est devenu une vraie débâcle pour Détroit au moment où Rudy Larusso a refusé tout simplement de rejoindre la Motor City. Mais je vous en dis pas plus, je me réserve peut-être cette histoire pour une prochaine chronique. Bref, Ray Scott passera 3 saisons, on va dire un peu moyennes chez les Bullets, où en fait son rôle est un peu plus restreint que chez les Pistons. Et puis, en 1970, la NBA ajoute 3 équipes, les Cavaliers, les Trail Blazers et les Buffalo Braves. Il y a donc une draft d'expansion, comme celle dont on a parlé lors du dernier podcast, et Ray Scott sera sélectionné par les Braves. Mais en fait, comme Rick Mahorn, lui non plus n'a aucune envie de jouer pour cette nouvelle équipe, et donc il quitte tout simplement la NBA et part jouer dans la ligue concurrente, la ABA, chez les Virginia Squires, qui est l'une des très bonnes équipes de cette ligue. Il y reste 2 ans et prend finalement sa retraite en 1972 à 33 ans. Et en fait, quand Ray Scott s'était mis d'accord avec les Squires, il était prévu que dès sa retraite, il entre dans le front office comme assistant. Donc, dès la fin de la saison 72, c'est ce qu'il fait. Il passe donc de l'autre côté et commence à travailler dans le coaching staff des Squires. Mais pendant l'été 72, donc quelques semaines après sa prise de poste, il reçoit un coup de fil en provenance de la Motor City. C'est son mentor, Earl Lloyd, qui l'appelle pour qu'il devienne son assistant. What I like about this team, though, is that they seem to come back from bad times.
And that's what you want to see in a team. What's their character? And will they come back and really be a good or formidable team? And I see this in this team. I think there's some things they have to iron out. And anyone's going to suffer when you have injuries. When you have a third of your lineup out with injuries, that's going to impact you. But what happens when you get healthy? And I think as this team gets healthy, they're going to play a major role in the Eastern Conference. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand les Pistons ont drafté Ray Scott, eh bien Earl Lloyd était scout. Eh bien, en 1968, il est devenu entraîneur adjoint. Et d'ailleurs, une nouvelle fois, il brisait la barrière de la couleur, puisqu'il devenait le premier adjoint noir en NBA. Et lors de la saison 71-72, après s'être débarrassé de 2 coachs la même année, eh bien les Pistons lui ont proposé le poste pour finir la saison. Donc, avant lui sur le banc, il y avait eu Butch Van Breda Kolff, viré au bout de 10 matchs, et Terry Dischinger, qui avait fait l'intérim pour 2 rencontres. Donc Earl Lloyd a fait ce qu'il a pu pour finir la saison, mais en gagnant seulement 20 matchs en 70 rencontres, eh bien sa position était un petit peu difficile. Donc, malgré ça, à l'été 72, il propose à Ray Scott de venir l'aider comme assistant, et évidemment, Ray Scott ne peut pas lui dire non. J'ai dit, bien sûr, Earl, je ne peux rien te refuser. Tu as été mon grand frère, tu as été mon mentor, évidemment je viens. Sauf que la situation est extrêmement précaire pour les entraîneurs à Détroit depuis presque une dizaine d'années. Il n'y a aucune direction sportive à la tête des Pistons. Et le 28 octobre, après seulement 7 matchs et 5 défaites quand même, Earl Lloyd est tout simplement viré. Lloyd paye sa moitié de saison précédente ratée, mais aussi des tensions dans le vestiaire. Il avait notamment été accusé par Howard Commives de privilégier les joueurs noirs. Commives avait été dégagé à l'été 72 contre un second choix de draft, mais tant pis, le mal était déjà fait. Et de façon assez surprenante, eh bien, Ed Coyle, le directeur général des Pistons, propose le job à Ray Scott, qui vient tout juste de commencer sa carrière d'assistant. Ray Scott hésite évidemment par respect pour Earl Lloyd, mais quand il reçoit l'aval de Lloyd, eh bien, il accepte et devient le 10e entraîneur des Pistons en 15 ans, depuis que la franchise a déménagé à Détroit quand même. Il n'y a, sur cette période-là, que Charlie Zeckman et Dick McGuire qui ont résisté plus de 2 saisons. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je parle d'emploi précaire à Détroit. Mais ça, à la rigueur, Ray Scott, ça lui fait pas peur du tout. Il vient juste de commencer sa carrière et il ne pensait pas vraiment devenir entraîneur un jour, justement à cause de la position des joueurs noirs en NBA que les hommes de pouvoir, exclusivement blancs malheureusement, tolèrent sur le terrain, mais à qui ils refusent les postes les plus prestigieux. Je pense que ces gens préféraient que nous gardions la bouche fermée. C'est de là d'où vient le dicton « tais-toi et dribble ». Depuis, les gens ont pu voir que nous sommes des hommes éduqués, nous sommes des hommes capables de discerner. Je vois ça dans la NBA d'aujourd'hui et ça me rend très fier quand je vois les enfants qui sont maintenant éduqués, qui parlent et qui font de bonnes choses avec leur argent. Donc Ray Scott hérite d'une plutôt bonne équipe sur le papier. Il y a Bob Lanier et Dave Bing, 2 futurs Hall of Famers, des role-players sérieux comme Curtis Rowe ou Chris Ford, mais en fait jusque-là, tous ces éléments n'avaient pas cliqué ensemble et il faut dire, comme je vous l'ai dit, que c'était l'instabilité constante à Détroit. Ray Scott reprend donc cette équipe et malgré un groupe de joueurs qu'il n'a pas choisi, qu'il découvre et que de toute façon il n'était pas censé coacher, eh bien Ray Scott finit la saison avec un bilan un tout petit peu mieux qu'équilibré puisqu'il gagne 38 matchs et en perd 37, ça reste plutôt honnête, notamment avec la situation à Détroit. Mais la saison suivante, eh bien elle va être encore meilleure. En 1973-1974, Ray Scott réussit vraiment à tirer le meilleur de son groupe et les Pistons gagnent 52 matchs, record de franchise explosé. Cette année-là, pour la toute première saison complète de Ray Scott comme coach, les Pistons retrouvent les playoffs et joueront un premier tour épique contre les Bulls. Cette série, c'est un peu un classique oublié qui est allé jusqu'au match 7 avec 4 de ces matchs qui se sont finis par un écart de 5 points ou moins. À part lors des matchs 1 et 2 où chaque équipe a gagné à l'extérieur, eh bien les 2 équipes vont verrouiller tous leurs matchs à domicile, ce qui va malheureusement permettre à Chicago de s'imposer au match 7 grâce à l'avantage du terrain. Détroit est éliminé, mais l'équipe vient de retrouver une vraie légitimité et sans le savoir, elle vient de disputer les prémices de ce qui sera plus tard une future rivalité avec les Bulls. Mais surtout, c'est le plus important, Ray Scott, pour sa toute première saison complète comme coach, eh bien, il est élu Coach of the Year, entraîneur de l'année.
C'est clairement l'une des performances les plus admirables de l'histoire des Pistons et Ray Scott rentre ce jour-là dans les livres d'histoire en devenant le tout premier entraîneur noir élu dans la ligue. Et finalement, tout est allé très vite. Earl Lloyd, 3 ans plus tôt, en 1971, devenait le premier homme noir à devenir exclusivement entraîneur en NBA. Et je dis exclusivement parce qu'avant lui, Bill Russell, Al Attles et Lenny Wilkins avaient coaché des équipes, mais ils étaient entraîneurs-joueurs. 3 ans seulement après le pionnier Earl Lloyd et puis tous les pionniers que j'ai cités, eh bien Ray Scott devient coach de l'année et prouve qu'il est déjà dans le gratin du coaching en NBA. Alors, sa réussite, s'il la doit surtout à elle-même, eh bien Ray Scott expliquera que ça provient aussi de la richesse de son parcours. Il citera les enseignements d'Alfred Bianchi, son coach à l'époque des Virginia Squires, et de Jenny Shue quand il était au Bullets. Et bien sûr, il aura un énorme mot pour Earl Lloyd, qui lui aura appris sur une très courte période à repérer les talents cachés des joueurs, mais aussi il aura un mot pour Ed Coyle, qui aura été très réceptif à ses idées, et qui lui aura donné la possibilité de grandir rapidement, de lui faire confiance en tant que jeune entraîneur. Alors voilà, après ce titre de coach de l'année, eh bien la suite va être un peu plus compliquée. Les Pistons rentrent dans le rang lors de la saison 74-75 en ne gagnant que 40 matchs, 12 de moins en un an quand même. Alors ils font malgré tout les playoffs pour la deuxième fois de suite, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 1962, mais ils perdent une nouvelle fois au premier tour contre les Sonics. Et l'instabilité, ça revient très vite à Détroit, puisque la saison suivante, elle sera fatale à Ray Scott, qui se fera remplacer le 26 janvier par son assistant Herb Brown, alors que l'équipe a un bilan négatif de 17 victoires pour 25 défaites, mais dans une autre équipe, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Il faut dire qu'à ce moment-là, pour les Pistons, ça allait encore plus mal que d'habitude. Fred Zollner, le propriétaire historique de Détroit, le créateur de l'équipe, eh bien, il avait choisi de vendre à la fin de l'année 74. Il avait vendu les Pistons à Bill Davidson, un magnat de l'industrie du verre pour automobile. Et en fait, après cette saison 74-75 un peu décevante, eh bien, les nouveaux hommes forts de la franchise ont décidé de changer tous les hommes à des postes importants. D'abord Ed Coyle, le GM, qui était remplacé par Oscar Feldman à l'été 75, puis finalement Ray Scott. Ce sont même d'ailleurs les nouveaux propriétaires qui sont venus voir Ray Scott lors d'une séance d'entraînement pour lui annoncer la nouvelle. Et dans la presse, ces nouveaux propriétaires se justifieront par une panne de communication avec Ray Scott, jugeant qu'il était dans l'intérêt de l'équipe qu'il parte. Et très étonnamment, ce sera la seule et unique expérience de Ray Scott en NBA. En 4 saisons avec Détroit, alors qu'il est arrivé en cours pour la première et qu'il a été débarqué avant la fin de la dernière, eh bien il aura réussi à gagner un titre de coach de l'année sur l'une des 2 seules saisons complètes qu'il passera dans la Motor City. 6 semaines après son départ de Détroit, Ray Scott retrouvera du travail en NCAA à l'université de Eastern Michigan. Et ce sera pour lui 3 années assez difficiles avec que des bilans négatifs, 9-18, 11-16 et encore 9-18 pour un record total en 3 ans de 29 victoires pour 52 défaites. Et malheureusement, en mars 79, l'université décidera de mettre fin à ce contrat, ce qui marquera la fin de sa carrière d'entraîneur. Presque 50 ans après le titre de coach de l'année de Ray Scott, que reste-t-il de son héritage ? Eh bien, même si la situation est un peu meilleure qu'en 1974, ce n'est pas suffisant. En 47 ans, il n'y a eu que 8 entraîneurs afro-américains qui ont gagné le titre de Coach of the Year. C'est trop peu et il faut vraiment les citer puisqu'il s'agit de certains des tout meilleurs coachs NBA. Le premier, après Ray Scott, c'est Don Cheney qui a gagné avec Houston et seulement en 1991. Avant ça, entre Ray Scott et lui, rien du tout. Puis Lenny Wilkins, qui était le coach des Hawks en 1994, Doc Rivers à la tête du Magic en 2000, Avery Johnson chez les Mavs en 2006, Sam Mitchell, coach de l'année avec les Raptors en 2007, Byron Scott avec les Hornets en 2008, Mike Brown des Cavs en 2009, et enfin Dwayne Casey avec les Raptors en 2018. Donc, pourquoi peu de coachs noirs gagnent ce titre ? Eh bien, tout simplement déjà parce qu'ils sont sous-représentés en NBA. Aujourd'hui, cette saison-là, la Ligue compte seulement 7 coachs noirs, donc seulement 23% des coachs, alors que 80% des joueurs NBA sont afro-américains. En fait,
c'est la transposition entre joueurs et coach qui ne se fait pas encore, avec de très nombreux assistants noirs très qualifiés qui restent éternellement sur le banc parce qu'un GM ou un propriétaire, souvent blanc évidemment, ne leur propose jamais le job. Il y a eu notamment un débat en février 2021 quand les Wolves ont licencié Ryan Saunders pour embaucher l'adjoint des Raptors, Chris Finch, qui est un coach blanc, en oubliant totalement leur propre assistant David Vanterpool, qui lui était noir. Voilà, tout ça, ça rappelle que la NBA a un problème systémique avec ses coachs. Et bien ça, même Adam Silver, le commissionneur, avait dû le reconnaître en 2020. Nous devons faire mieux. Je pense que la NBA fait du bon travail, mais comme tout le reste de la société, il y a des avantages inhérents lorsque vous êtes une personne blanche. Il est important que les blancs soient conscients du manque d'opportunités auquel beaucoup de noirs sont confrontés, et nous devons y remédier. Voilà, je vous mets dans les notes de ce podcast un article de Kevin Pelton qui revient justement sur le traitement inéquitable entre les coachs blancs et les coachs noirs en NBA. Je vous conseille de lire cet article qui est vraiment très intéressant, mais si je dois juste le résumer en quelques mots, les entraîneurs noirs sont souvent des ex-joueurs, et comme la NBA a aujourd'hui beaucoup moins d'anciens joueurs comme coach, les inégalités augmentent. D'ailleurs, si depuis la fusion entre la NBA et l'ABA en 1976, chez les coachs anciens joueurs, il y a autant de blancs que de noirs, ce n'est pas du tout la même chose chez les coachs qui n'ont jamais été joueurs. Seulement 12% d'entre eux sont noirs. Voilà. Il y a beaucoup à dire sur ces inégalités. Ça pourrait nous prendre tout un podcast ou ça devrait même être autre chose. Mais en tout cas, de son côté, Ray Scott, lui, a pris la parole récemment et pense que la NBA a au moins toujours été avant-gardiste pour proposer des opportunités aux personnes noires. Je pense qu'en tant qu'industrie, la NBA est l'une des meilleures organisations que vous avez dans ce pays. Et elle l'a prouvé dans des temps difficiles avec la situation de George Floyd, Breonna Taylor, où nos jeunes ont pris la parole et ont montré au monde que nous ne faisons pas que nous taire et dribbler. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On a dit assez de choses sur Ray Scott. Il y avait beaucoup à dire sur lui, le joueur, sur lui le coach et sur lui le symbole. Comme Earl Lloyd avant lui, Ray Scott, ça a été un pionnier pour les coachs afro-américains. Et malheureusement, on finit ce podcast comme celui sur Lloyd en disant justement qu'il reste encore beaucoup de travail et qu'en fait la situation, même si elle est meilleure, elle n'a pas évolué comme elle aurait dû le faire. Mais de toute façon, c'était important d'en parler, de faire notre part dans les chroniques de Motor City. En fait, le premier afro-américain coach de l'année, il est chez les Pistons dans une époque très spéciale de l'histoire de la franchise. Donc je voulais absolument le souligner et j'espère que ça vous a plu. Enfin bref, on finit là. Comme d'habitude, les chroniques de Motor City, vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music aussi, j'oublie souvent de le dire, et plus largement sur toutes les applis de podcast. Et puis, c'est toujours bon de rappeler que vous pouvez mettre une note au podcast sur Apple Podcast. On en est à 98 notes 5 étoiles, c'est déjà énorme, mais ce serait joli d'arriver à 100 avant la fin de la saison. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci si vous partagez l'épisode sur les réseaux ou à votre entourage. C'est toujours un plaisir de voir le podcast vivre et d'en parler avec vous. C'est même ça le mieux pour moi, de parler des Pistons avec d'autres passionnés. Bref, on se retrouve dans 15 jours. Et en attendant le prochain podcast, on se retrouve sur Twitter @MotorCityPod, mais pas sur le site pistonfr.com que je suis en train d'un peu changer. En tout cas, merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.